Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu autour de un ou deux, trois leaders. Et chaque groupe va aborder ces personnalités suivant un angle. Donc voilà. Le groupe composé d'Augustin Bernardine, Toussaint Macario, Charles Monica et Thomas Yohan Philippe s'apprête à vous parler d'une des plus grandes icônes antiracistes que ce monde ait connue. L'homme noir, considéré comme l'étincelle ayant allumé le feu qui a ensuite embrasé toute l'Afrique du Sud. Connu pour son combat pacifique contre l'apartheid, Bantu Stephen Biko fut élevé dans une famille xhosa pauvre et a grandi dans le canton de Tchimber au Cap Oriental. Dès 1966, il eut un succès académique flagrant. Étudiant à l'université de médecine du Natal, où il fut élu au conseil représentatif des étudiants noirs. Par la suite, il fut nommé délégué à la conférence de la National Union of South African Students à l'université de Rhodes. Révolté par sa condition de noir dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, il en vient rapidement à rompre avec le libéralisme et la diversité multiraciale prônée par la NUSCS. En 1968, il milite pour un mouvement exclusivement noir, une idéologie contradictoire à celle de la NUSCS, qui, elle, est largement ouverte aux étudiants libéraux blancs. Influencé par les théories de la négritude et du Black Power, Biko devint initiateur du mouvement de conscience noire, dont le Station fut l'un des principaux représentants. Attentif à la pensée de Gandhi et de Martin Luther King, Biko emploie des techniques de non-violence, mais davantage en tant que moyen efficace de lutte face à l'appareil répressif de l'État ségrégationniste que par conviction pacifiste. Nous allons voir que de par sa lutte acharnée menée avec sang-froid, il a su être la rampe qui permet à la race noire de ne pas se livrer à la soumission, tout en luttant avec espoir contre cette résignation imposée par ce racisme d'État qui était là-bas. L'apartheid était une politique de développement séparé, affectant selon des critères raciaux mais non. Il fut conceptualisé et produit à partir de 1948 par le Parti national en Afrique du Sud, puis aboli le 30 juin 1991. La politique d'apartheid se voulait l'aboutissement institutionnel d'une politique et d'une pratique empirique jusque-là de ségrégation raciale. L'apartheid a été également appliqué de 1959 à 1979 dans le Sud africain. Le combat contre l'apartheid fut l'anxiété historique de Sud-Africains blancs obsédés par leur peur d'être engloutis par la masse de peuples noirs environnants. Les lois rigides qui en résultèrent, dictées par une minorité blanche dynamique obsédée par sa survie, en tant que nation distincte, furent ainsi le résultat d'une confrontation sur une même aire géographique, sur une société surdéveloppée. Encore dans le tiers-monde, manifestant le refus de l'intégration des premiers avec les seconds. Du point de vue de Steve Biko, la libération psychologique doit précéder à la libération physique. Selon lui, les Noirs ne peuvent se libérer politiquement de l'apartheid en cessant de se sentir inférieurs aux Blancs. C'est pourquoi ils ne doivent ni ne peuvent se soutenir à l'assistance des Blancs et cesser de participer à tout mouvement incluant les Blancs. L'idée que les Noirs puissent ainsi déterminer de leur propre destinée et le principe de la fierté ont un grand retentissement alors que les Noirs d'apartheid sont à l'apogée de leur mise en œuvre. Le mouvement Conscience Noire, fondé particulièrement par Steve Biko, est en Afrique du Sud, considéré comme étant un courant de pensée proche, un nationaliste à la recherche d'une démarche exclusivement noire pour sortir du système d'apartheid. Le mouvement Conscience Noire, Biko développe une doctrine en adaptant le slogan des Black Panthers américains, Black is Beautiful, préconisant aux Noirs de prendre leurs capacités et de prendre en main leur destinée. Cette doctrine avait pour but d'éveiller la conscience des Sud-Africains blancs et de libérer les Noirs des chaînes psychologiques qui les empêchent de prendre avec courage le contrôle de leur avenir, en refusant de se laisser diriger par des Blancs, en reniant le fait de leur être inférieur et en établissant un ordre de paix et d'égalité entre la race noire et la race blanche. Et c'est par cette idéologie qu'au cours de sa vie, qu'il fit la connaissance d'une blanc différent des autres, le journaliste de la Rhodes. Ce dernier, après sa rencontre avec Biko, changea entièrement de psychologie de par cette rencontre. Il obtint aussi une vision beaucoup plus compréhensive vis-à-vis de la condition des Noirs.
Et à partir de cela, Donarouz décida de s'engager corps et âme dans cette lutte acharnée pour la cause des Noirs. Et c'est en suivant ce chemin, accompagné de son ami de toujours, que Bantou Stephen Biko parvient à aider à la race noire à franchir un nouveau cap vers leur liberté. En 1973, Steve Biko est détenu sous l'accusation de terrorisme avec d'autres membres de la conscience noire, alors que les écoles sont progressivement politisées par les membres de son organisation et que se développent des tentatives de boycott et de fermeture des écoles. Steve Biko est alors assigné à résidence de sa région du Cap Oriental, où il est empêché de tenir des discours en public et ne peut voir plus d'une personne à la fois. Dans le même moment, les désirs d'émancipation des jeunes noirs lui apportent de plus en plus de militants qui rejettent les principes de modération et d'intégration de leurs parents. En juin 1976, cette évolution débouche sur les soulèvements populaires dans tous les townships du pays, à mesure que se durcit la répression des forces de sécurité, et notamment la révolte des écoliers contre l'imposition de l'éducation en africaine, qui deviendra le massacre de Suruto. Steve Biko est arrêté par la police le 18 août 1977, emmené à Port-Elizabeth, où il est torturé. Biko est ensuite transféré à Pretoria, Transvaal, le 11 septembre 1977. Le 12 septembre 1977, Biko meurt en détention. Le prêtre lors de ses funérailles est assuré par Desmond Tutu, homme ayant reçu le prix Nobel de la paix, alors proche de la grande théologie noire. Les conditions de la détention ainsi que le décès brutal de Biko font l'objet d'une polémique internationale qui débouche sur la condamnation du régime sud-africain. Après son décès, Biko devient le symbole de la résistance noire face à la cruauté du pouvoir en place. Aux yeux de la jeunesse du monde, Bantou Stephen Biko incarne la victoire éclatante et réjouissante, de la justice sur la force, de l'espoir sur la résignation, de la vie sur la soumission. De mémoire d'homme, peu de dirigeants ont autant porté si haut leurs valeurs. Portant sur son dos le sort des Noirs et en dirigeant avec courage la lutte pacifique vers la liberté des Noirs, il sut comment changer la mentalité de milliers d'êtres humains, blancs tout comme noirs, en particulier Donarouz. Ce qui mena à la liberté de Nelson Mandela et de l'Afrique du Sud. Comme le déclara Mandela lors de son élection en 1994, Biko a été le premier clou dans le cercueil de l'apartheid. Itinéraire d'un sage sur la longue route de la démocratie. Alors je vous invite à porter très haut votre fierté, tout comme l'a fait Bantou Stephen Biko, au nom de la liberté. Alors, je pense qu'il y a des questions, mais je commence moi-même par poser des questions toutes simples pour le public. C'est quoi l'apartheid? L'apartheid, c'était un mouvement, c'était une sorte de mouvement c'était un mouvement raciste. Un mouvement raciste qui imposait le fait que les blancs soient supérieurs aux noirs, tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup plus développés en termes de technologie ou par autre chose, ou économiquement, politiquement parlant. Donc l'apartheid, c'était un mouvement qui auparavant dominait l'Afrique du Sud. C'était un mouvement qui était imposé là tout simplement pour s'accaparer les richesses de l'Afrique du Sud et tout simplement s'accaparer le pays même. Donc, Biko, lui, pour lutter contre ce mouvement, ce qu'il a fait, il a créé un mouvement contradictoire. Un mouvement qu'il a appelé Conscience Noire. Et c'est avec ce mouvement-là qu'il a su lutter toute sa vie contre l'apartheid. Alors, pour faire un truc plus précis, je dirais, plus qu'un mouvement, c'est une politique. C'est-à-dire une politique d'État, d'accord? Et ce que Biko a créé, c'est un mouvement contre cette politique-là, d'accord? Contre cette séparation des Noirs. Dans le mot apartheid, il y a justement l'apartheid, la séparation des Blancs et des Noirs. Maintenant, vous avez dit que Biko a été influencé par, je ne sais pas, a été influencé par les théories de la négritude et du Black Power. Exactement, les théories de la négritude et du Black Power. Vous devriez savoir, il y en a parmi vous qui le savent, peut-être que la négritude, ça a été un mouvement qui a rejoint des capitales comme Paris, Port-au-Prince, Dakar,
Et donc c'était des intellectuels noirs qui étudiaient au quartier latin, à la Sorbonne, et qui ont monté justement, et qui ont même créé une revue qui s'appelle La Conscience Noire, d'accord, et qui vont, dont Jean Price-Mars, l'haïtien Jean Price-Mars. Donc c'est important de voir la connexion entre ce qui se passe dans les Antilles, en Afrique, et juste en Afrique du Sud, où les Noirs vivaient dans les townships. Alors, maintenant, la salle, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous pourriez nous parler des principes derrière la négritude, si possible? Les principes Les principes derrière la négritude. Derrière la négritude. La négritude, les principes qui sont derrière elle. Ok. Oui, je pense que c'est important. Et la négritude, c'est vrai, il y a la racine du mot nègre. Ah ouais? Alors, le mot nigger, c'est un mot utilisé pour avant dire que c'est des gens à part, des gens de second rôle dans la société. Et ce que ces intellectuels ont fait, les intellectuels de la négritude ont tourné ce mot-là. Ok, nous sommes nègres. Ok, on affirme notre négritude. C'est-à-dire que, et derrière ça, ils vont développer toute une philosophie, toute une vision du monde. Ok, black is beautiful, ça veut dire que, ok, nous black, mais nous belles, nous dignes. Et le monde repose sur nos épaules. Toutes les richesses qui ont été constituées, tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous avez accumulé en tant que pays en Europe, ça a été grâce au travail des Noirs. Donc, effectivement, nous sommes nègres. Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier noir à être admis à l'Académie française, entre-temps, il y a eu un haïtien qui est allé la Ferrière. Eh bien, Senghor disait souvent que les Noirs portent en eux justement une humanité que les Blancs, malheureusement, n'ont plus eue avec les traites et les guerres mondiales. Oui? Donc, il y a donc cette émotion nègre qui fait que l'Afrique a été à l'origine de beaucoup de choses. Non seulement à l'origine de l'humanité, mais aussi beaucoup des arts, peinture, musique, ok, ont puisé leurs origines en Afrique. Et beaucoup de grands peintres comme Picasso voyageaient en Afrique pour découvrir certaines choses. Donc, cette négritude-là, ces intellectuels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, attention, nous on connaît notre histoire. Nous n'allons pas suivre l'histoire que le colon nous a enseignée. D'accord? À savoir qu'on était tous des sauvages et qu'on a voulu nous civiliser. Nous sommes les héritiers, nous sommes les descendants de grands empires en Afrique. D'accord? Et nous sommes la matrice de l'humanité. Donc c'est ce qu'il y a derrière la négritude. D'accord? C'est assez cette première question. Vous avez dit qu'il était mort en détention. Mais quelles ont été les causes de la mort? Est-ce qu'il a subi des sévices en prison? Il a eu une lésion à la tête et il a été battu par les prisonniers de la prison. C'était les Blancs? Non, pas les prisonniers, les gardes. Les gardes, ok. Oui. Et il a eu une lésion à la tête, conséquence des tortures qu'il a subies. Oui. C'est une question plutôt adressée à Papi. À Paris? Je voudrais juste savoir pourquoi il n'y a pas eu une intervention assez immédiate de l'ONU pour combattre le système. Et parce que à l'époque, justement, c'est l'ONU, c'est une organisation traversée par plein de contradictions. Et l'ONU ne peut pas prendre de décision si, par exemple, certains pays du Conseil de sécurité de l'ONU, tu vois, voilà, qui ne décident pas, même si l'Assemblée générale vote. Parce que je dois imaginer que l'Assemblée générale a condamné l'Afrique du Sud plusieurs fois. Mais il n'y a jamais eu de pression directe sur l'Afrique du Sud. Ou bien on en a fait des pressions, mais pas vraiment des choses qui pouvaient changer la politique en Afrique du Sud. Ce qui va arriver, c'est les grands mouvements de boycott
des grands mouvements de boycott, et dès qu'on commence à toucher à l'économie, d'accord, eh bien, ça va avoir un effet sur le pays, d'accord. Et à partir de ce moment-là, ça va se propager. Il va y avoir aussi beaucoup d'Occidentaux. Il faut remarquer que ce n'est pas que des Noirs qui se sont battus pour la cause. Il y a eu des Blancs en Afrique du Sud et comme un romancier qu'on l'a mis à Doc, qui s'appelle André Brink. Donc finalement, ce qui arrive, c'est que il y a eu aussi beaucoup de Blancs en Afrique et dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, et ça a été une pression de l'opinion publique mondiale. Et à partir de ce moment, les grands pays ont décidé de mettre la pression, est-ce que tu vois, mais pendant longtemps, s'il n'y avait pas des questions économiques qui se posaient, même certains Blancs se sont trouvés menacés par le boycott, par exemple, des oranges qui venaient d'Afrique du Sud. D'accord. Et votre directrice jeune étudiante a participé au boycott des oranges aussi, à l'époque où elle écrasait les oranges pour les supermarchés. Okay. Merci, on va à notre